puisque la principale activité dans la zone, c'est l'agriculture, qu'il faut vous édifier dessus pour que vous puissiez mieux rentabiliser cette activité. Parce que bon, beaucoup utilisent cette activité comme activité de dernier recours. Donc, on a prévu un petit documentaire pour pouvoir vous présenter cela. Donc, d'abord, je suis Jomesi Alex, ingénieur agronome et spécialisé en agriculture. Donc, présentement, je suis le président directeur d'une entreprise agricole nommée DNA Marchais. Donc, avec moi, j'ai le directeur général Tina Magloire et le chargé des affaires techniques Maxime Loé. Donc, aujourd'hui, on a pensé vous présenter comment rentabiliser votre activité agricole. Donc, c'est sur ce thème qu'on va essayer de vous édifier. Parce que pour la première fois, le comité a pensé une formation spécifique, mais après a jugé mieux présenter la globalité de l'agriculture. Comme ça, dans ça, chacun va pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, comme plan, on va d'abord vous définir vraiment l'agriculture. C'est quoi l'agriculture? Quand on parle d'agriculture, et quel est le problème que le comité veut résoudre? Parce qu'il y a un problème que le comité veut résoudre. C'est quoi donc? Par la suite, on va essayer de vous dire ce qui est la rentabilité. Qu'appelle-t-on rentabilité d'un business? Qu'appelle-t-on rentabilité de l'agriculture? Et nous savons tous que l'activité agricole est bénie. On va un peu présenter pourquoi on dit cela. Et par la suite, on va présenter le cycle de la pauvreté. Donc, le cycle de la pauvreté, c'est un peu qu'est-ce qui fait que les producteurs, les agriculteurs soient toujours pauvres. Oui. Donc, et par la suite, on va essayer de vous dire quoi faire pour briser, pour sortir de ce cycle, donc pour briser le cycle. Premièrement, on va vous définir l'agriculture. Quand on parle souvent d'agriculture, tout le monde, beaucoup de personnes ont tendance à voir les plantes. C'est-à-dire, lorsqu'on va dire on va faire de l'agriculture, ce n'est pas le maïs, c'est les tomates et autres. Les gens ignorent que l'agriculture aussi, dans l'agriculture, il y a l'élevage. Donc lorsqu'on parle d'agriculture, on parle de production végétale, on parle de production animale. C'est ces deux combinés qui donnent l'agriculture. Donc c'est ça qui donne une définition. L'agriculture, c'est la transformation du milieu naturel pour la production des végétaux et ou des animaux. Donc c'est ça la définition concrète de l'agriculture. Maxime, vas-y. Bon, le problème à résoudre. Beaucoup de personnes se lancent dans diverses activités. Par exemple, lorsqu'ils veulent faire un commerce, ils cherchent des fonds et puis ils se lancent dans le commerce. Beaucoup de personnes veulent être enseignants, beaucoup de personnes veulent faire beaucoup de choses. Donc, c'est que lorsque tous ces paramètres n'ont pas marché, avant qu'ils disent, bon, mon père a un champ au village, là, il faut que j'aille cultiver ça. Donc, beaucoup de personnes prennent l'agriculture comme une activité de dernier recours. Et aussi, c'est les parents, quand ils sont un peu âgés, ils cherchent quelque chose pour se distraire, ils trouvent une petite parcelle de terre et ils s'en vont produire des plantes. Donc, il faut savoir que l'agriculture n'est ni pour les retraités, l'agriculture n'est ni pour les débauchés, mais c'est une activité à ne pas négliger. C'est une activité à ne pas négliger car elle peut générer beaucoup de revenus. Bon, puisque nous sommes maraîchers, on parle de maraîchers, on fait plus ou moins exclusivement dans la production de tomates, piments et poivrons. Lorsqu'on arrive à bien produire, disons un hectare de tomates, nous pouvons avoir environ 2500 kg de tomates avec un bon prix sur le marché. On peut avoir une rentabilité même à 10 à 15 millions de francs. Si le prix sur le marché est bon, il faut aussi savoir qu'on peut aussi tout perdre l'investissement qui est environ de 6 millions à l'hectare. Donc c'est un peu cela.
Ok, bon. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent s'éteindre. Ça veut dire, quand monsieur Armand, par exemple, décide de lancer son entreprise de transfert d'argent, comme par exemple, il y a les Express Estime que nous avons connu récemment, Express Union. Avec l'avènement de Momo, de transfert avec les téléphones, les puces téléphoniques là, si vous vous rendez compte que ces centres sont quasiment fermés, ils sont en train de compresser le personnel, ils sont en train de fermer les entreprises. Parce que les gens n'ont plus vraiment besoin pour envoyer de l'argent, aller dans un poste. Par exemple, ici sur place, tout le monde qui veut faire un transfert d'argent, il peut utiliser son téléphone rapidement, il fait. Mais l'agriculture, quant à elle, chaque jour, on a besoin de manger. Donc, chaque jour, on a besoin de manger. Ça veut dire que si quelqu'un se lance dans l'agriculture, il peut d'abord être sûr d'une chose, ça ne doit pas s'arrêter parce que les gens auront toujours faim. Tant que tu achètes une parcelle de terre, que tu vas faire de l'agriculture, il n'y a aucun jour où on va dire que bon, tu ne peux pas cultiver. Donc, parce que l'agriculture, on aura toujours besoin de manger. Donc, c'est ainsi que mon grand-père disait souvent, chaque jour, au moins une fois dans ta vie, tu vas avoir besoin d'un médecin pour te soigner. Un jour, tu vas avoir besoin d'un avocat pour te défendre en justice. Mais chaque jour, 3 fois par jour, tu as besoin d'un agriculteur pour te nourrir. Donc, maintenant, on va arriver très rapidement à la rentabilité. C'est quoi la rentabilité? Parce que, on va dire, la rentabilité, beaucoup de personnes ignorent, ils confondent beaucoup de concepts. Lorsqu'on parle de rentabilité, ça veut dire, par exemple, si on a fait une production de maïs, à la fin, on vend le maïs. C'est quoi dans la rentabilité? La rentabilité, on va évaluer les charges, c'est-à-dire l'argent qu'on a dépensé, on va donc soustraire de l'argent, on va prendre les banques, moins les dépenses, ça va nous donner le bénéfice. Ça va nous donner le bénéfice. C'est ça qu'on appelle rentabilité. Mais beaucoup de personnes font mal à l'agriculture. Ils utilisent l'agriculture plus comme une banque qu'un business. Donc, un exemple concret, pour ceux qui produisent le maïs, ou bien ceux qui font le porc. Bon, c'est plus pratique avec le porc, ceux qui élèvent les éleveurs de porc. Un papa qui a ses 2 ou 3 porcs à la maison, chaque fois qu'il va aller couper un régime de plantain, il va acheter un sac de moulage, il va donner au porc. Bon, au début, il a acheté le porcelet, disons 20 000. Mais chaque fois qu'il a de l'argent, il achète du moulage, il donne au porc, les restes de nourriture à la maison, il donne au porc. Le jour qu'il n'a même pas l'argent, il passe la journée pour aller chercher l'aide pour donner au porc. Pendant peut-être 6-7 mois. Après, il vend ce porc à 150 000. Et puis, un de ces jours va dire, mais le porc donne de l'argent. Moi, j'ai vendu mon porc à 150 000. Pourtant, il a tout faux. C'est un peu cela. Parce qu'il n'évalue pas le temps de prendre soin de ses porcs. Il n'évalue pas le coût de production de ce porc. Donc, c'est un peu cela. Parce que beaucoup de personnes peuvent faire cela, même par exemple l'agriculture de cacao. C'est lui qui va se lancer en agriculture. Et si vous produisez mal, si vous ne suivez pas bien, ce qui est sûr, les revenus seront faits. Et les agriculteurs, le plus souvent, tournent autour de cela. Donc, ça veut dire que quel transport, ce qu'ils vont faire, ils vont tourner dans ce monde. Ils vont être toujours pauvres. Dans le sens là, ils ne peuvent pas donc avoir le pouvoir financier. Donc, de ce fait, donc, trouver une solution pour pouvoir casser le cycle et rendre l'activité rentable. Donc, premièrement, on va commencer par le choix de la culture. Le choix de la culture. Ça veut dire quoi? Si tu décides de faire le maïs, premièrement, est-ce que tu penses que ce maïs te sera rentable? Si au départ, tu n'as même pas l'information selon laquelle la
tu pars avec le maïs, ne crois pas que tu vas vendre le maïs parce que tu es trop fort, tu vas avoir 500 000 par hectare. Impossible. Donc il faut d'abord connaître la rentabilité de chaque culture. Les moyens que tu disposes. On connaît par exemple, c'est environ 1,2 million de coût d'investissement à l'hectare pour le maïs. On connaît par exemple, il faut 25 kg de semences de maïs à l'hectare. Donc, tu ne vas pas vouloir te lancer dans le maïs sans connaître ces petites bases. Vous savez, la culture est très importante. Par exemple, aussi la commence comme c'est notre domaine. Si tu ne connais pas d'abord celui des plantes les plus difficiles à produire, tu ne connais pas que sa fertilisation, ses 3 fertilisations par campagne, tous ces petits détails, tu ne connais pas les risques que tu cours. Que par exemple, le prix des tomates peut varier de 1500 à 10 000. Ça veut dire si tu tombes à 10 000, tu t'en sors grandement. Si tu tombes à 1500, tu plies bagage. Donc, c'est toutes ces informations qu'il faut savoir. Et par là, le type de semence. Donc, ici, c'est l'une des activités, c'est l'une des clés de la réussite. Parce que la semence définit le potentiel. Il y a, par exemple, les porcs, il y a la race Lima qu'on parle. On sait qu'un Lima peut être bas jusqu'à 18 labos. Mais pourtant, une race locale, c'est à peine qu'il y a 7 labos. Il y a 7 porcelaines. Donc, c'est tout cela qu'il faut savoir. Et chaque semence a ses exigences. Par exemple, parlant des porcs, la race Lima, c'est une race très productive. Mais il faut qu'elle mange bien. Si le modèle du papa dans lequel le jour qu'il a l'argent, il achète le modelage pour de nos porcs. Si c'est une race locale, ça passe. Il tente ça le lima va maigrir complètement. Donc c'est pour ça qu'il y a le type de semence. Le type de semence que tu dois utiliser. Chez les animaux, on parle des enfants. Chez les productions animales, ce sont les grains et autres. Et après cela, il y a le suivi. Chaque plante ou chaque animal a son itinéraire technique. Ça veut dire qu'à chaque date, il y a telle activité à mener. Lorsque tu as passé, il y a aussi des marges d'erreur. Comme par exemple le maïs, comme je l'ai dit. On dit que la première fertilisation doit se faire entre le 7e et le 21e jour. La première fertilisation. Quand tu rates déjà cela, quel qu'en soit ce que tu vas faire, ton rendement sera moins par rapport à celui qui a respecté cela. Et on sait que la seconde fertilisation va se faire le 2e mois. Si tu fais ça au 3e mois, quand le maïs a fleuri, c'est qui est sûr, l'engrais ne va même pas réagir. C'est pour ça qu'on parle du suivi, c'est très important. Donc il faut se former à chaque fois qu'on veut lancer une culture ou une autre. Maintenant, il y a la superficie minimale lorsqu'on veut considérer l'agriculture comme business. Parce que bon, quelqu'un peut faire l'agriculture comme divertissement. Ça veut dire qu'il est fier de rentrer voir ses poules qui le poursuivent dans le maïs. Il n'y a pas de problème. Celui qui est fier, quand il se lève le matin, il voit les porcs grogner, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire une activité agricole, ton business, tu dois connaître qu'il y a un minimum à commencer. Ça veut dire, si tu veux faire par exemple des porcs, pour que ce soit rentable, il faut avoir au moins 10 porcs. Quand tu as moins de 10 porcs, quand on va faire le bilan, ça sera toujours négatif. Si on calcule les charges, ça sera négatif. Si tu veux faire le maïs, pour que ce soit vraiment rentable, tu fais moins de 10 hectares, ça sera pas rentable. C'est même la raison pour laquelle la plupart du temps, on importe seulement le maïs. C'est parce qu'on n'arrive pas, il y a beaucoup de producteurs. Mais, par exemple, aux États-Unis, les plus petites surfaces d'agriculteurs, on connaît un agriculteur qui a 1500 hectares de maïs. Ça veut dire que même s'il gagne seulement 10 000 par hectare, il s'en sort. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre.
Par là, alors que la rentabilité est dans les 100 000. Mais quand il a 1500 hectares, si le marché est mauvais, il gagne 10 000 par hectare, il s'en sort. C'est pour ça qu'on sera toujours obligé d'importer le maïs tant qu'on ne fait pas de ça business et on cultive des très grandes surfaces. Bon, le dernier point très essentiel, c'est le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation, c'est un document qui permet d'établir le coût de production et dépenses au courant de la campagne. Ça veut dire quoi? On sait, comme je vous ai dit, c'est environ 1,2 million le coût de production d'un hectare de maïs. Qu'est-ce que le compte d'exploitation fait? Le compte d'exploitation vous dit que à la première semaine, vous aurez besoin de 100 000. À la deuxième semaine, vous aurez besoin de temps. À la troisième semaine, vous aurez besoin exact jusqu'à la fin. Pour la récolte, on aura besoin de telles choses. Pour que quand quelqu'un se lance dans un business agricole, il ne soit pas manque d'argent au cours de sa production. Par exemple, je vous ai dit je voudrais savoir quelle distance faut-il avoir entre les pieds de maïs et savoir aussi comment est-ce qu'on peut en même temps utiliser le maïs qu'on a produit pour peut-être faire aussi le petit élevage. Ça va me donner une idée de question. Bon, M. Maxime va essayer d'apporter une réponse. Bonjour à tous. Comme l'a dit le PDG d'Alien Marché, moi c'est Maxime Noé. Je suis aussi étudiant à la faculté d'agronomie dans l'élève ingénieur. Votre question est la suivante. Vous voulez savoir quelles sont les distances pour semer le maïs et comment utiliser l'autre production de maïs dans l'élevage. Bien, parlant de la densité de semis, parce que c'est ça votre problème. C'est densité par. Donc, ce que moi je peux vous donner surtout comme conseil et vous dire la densité de semis dépend de votre fertilisation. C'est la plus importante. Parce que au village, comme l'a dit notre PDG, les grands-parents et les parents, eux, ils espacent souvent ces semis à 60 à 80 cm. La distance entre les plants. Oui, ils font ça parce qu'au milieu, ils vont mettre le maïs, l'haricot, l'aluminium, la patate, tout ce qu'ils auront besoin pour faire le sac des enfants ensuite quand ils vont rentrer pour les classes. Oui. Maintenant, quand vous êtes dans une production, une grande production, vous voulez un gros rendement, on va densifier souvent jusqu'à 20 cm entre les plants de maïs. J'en ai déjà vu. On fait aussi ça au Brésil, on cultive pour ça 20 cm. Et là, on apporte, on fertilise bien. Et vous savez, bien fertiliser, c'est pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de avantage de à faire de l'agriculture de subsistance. Vous avez dans votre exposé souligné quelque part le mélange des cultures. Vu ici, en majorité, on fait du maïs et des arachides, peut-être avec des haricots. Je ne sais pas, les trois cultures, est-ce que vous avez, pour me donner une combinaison, qu'est-ce qu'il ne faut pas mélanger avec du maïs pour une bonne production? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mélanger avec, par exemple, des arachides pour une bonne production? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec du haricot, par exemple, pour une production acceptable? Dans le cas de notre agriculture de subsistance, vu que c'est le cas pour le moment. D'accord. Bon, j'ai mentionné, on appelle ça la polyculture, mélange de plusieurs cultures. La polyculture dans la modernisation, et c'est pour celui qui peut vraiment faire son activité, un business. Si vous voyez, quand il y a un petit parcelle de terre,
le temps qu'elle met pour s'arrêter, parce que les cultures sont mélangées, c'est beaucoup. Le temps qu'elle met pour buter, parce qu'il faut faire très attention. Or, si quelqu'un veut produire à grande échelle, comme quelqu'un qui fait par exemple 10 hectares de maïs, il ne peut en aucun cas mélanger les trois facilement. Parce qu'il ne peut plus, par exemple, herbicider, il ne peut plus appliquer certains traitements. Donc, mais je voulais juste édifier dans ce sens parce que quelqu'un peut aujourd'hui ici, il passe semer son maïs sans haricot, sans arachide. Je vais d'abord donner l'avantage de la polyculture parce que nous on est ici en présentant l'agriculture plus comme un business. Mais ce que les mamans font, ce n'est pas aussi un problème. Le souci, on voulait plus parler de la rentabilité. Donc, l'avantage par exemple de la polyculture, maïs, haricot, maïs, arachide. Donc, le maïs, le haricot, le coquille, ce sont les légumineuses. Donc, ce sont des plantes qui ont la capacité. Par exemple, vous savez, la plante puise ses éléments dans le sol. Mais dans l'air, il y a aussi les éléments nutritifs, mais que la plante ne peut pas puiser. Donc, dans l'air, simplement, si là, nous avons par exemple beaucoup d'azote, l'air constitué environ de, je pense, 72% d'azote. Je ne savais pas si 72% d'azote. Donc, vous voyez, dans la terre, le riz qu'on va partout acheter là, c'est dans l'air versé mais la plante ne peut pas utiliser. Donc, mais il y a certaines plantes, un groupe de plantes, finalement, sont les légumineuses. Ils ont la capacité de prendre cet azote et mettre dans le sol. Et ça, sont les légumineuses. À l'exemple du haricot, de l'arachide et autres. Donc, ça veut dire que le haricot que la mère met dans son champ, ça contribue à fertiliser son champ d'abord. Même si ça ne laisse aucun haricot, si vous arrachez les plants de haricot et arrachez, vous allez voir les petites boules. Ces petites boules-là, c'est ça la zone que l'arachide a fixée dans l'air. Donc ça aide le sol. Oui. Donc, et maintenant, je vais vous présenter le type d'association. Oui, parce que en polyculture, généralement, lorsqu'on veut associer, on tient compte de la taille. Par exemple, on ne peut pas mélanger, si on fait une polyculture, peut-être la canne à sucre et le maïs, parce qu'ils sont la même taille. Ça veut dire qu'ils seront en compétition du soleil. Parce que l'élément principal pour la photosynthèse, pour les plantes, c'est le soleil. Or, si vous mélangez les plantes qui ont un même niveau de besoin, par exemple, du soleil, il va y avoir problème. Parce qu'ils vont se parer. Là, on parle en agriculture, on parle d'étiolement. Bien, l'exemple est un peu par rapport quand une maman sème son maïs. Vous voyez, ça devient seulement les pinces tigeux. Ça, c'est la compétition de la lumière qui engendre cela. Donc, pour associer les cultures, on tient compte de la famille. Il y a les familles de plantes qui ont besoin d'une petite quantité de lumière. Il y a les familles de plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Là, on parle des plantes, il y a les ombrophiles et les héliophiles. Héliophiles, ce sont les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Par exemple, cet exemple là-bas, si vous semez le maïs en bas d'un panier, vous allez voir ce qu'on va donner. C'est parce que la lumière n'arrive pas là-bas. Le maïs est très héliophile. C'est pour ça que si tu sèmes le maïs à l'ombre, ça ne va jamais produire. Même si tu mets quelle quantité d'engrais, ça ne va pas produire. Parce qu'elle est très héliophiile. Contrairement au bazar, peut-être au macabo et au haricot, qui sont les ombrophiles. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'une petite quantité de lumière pour grandir. Donc dans l'association, on tient compte de ça. Vous allez voir, généralement, on mélange une héliophile et une ombrophile. Pourquoi? Chacun donne sa part. L'ombrophile, l'héliophile qui aime la lumière, couvre l'ombrophile des rayons du soleil. Vous savez, si tu sèmes l'arachide dans une grande parcelle, peut-être le soleil peut un peu affecter le rendement. Parce qu'elle a besoin d'une petite quantité. S'il fait trop soleil. Or, quand tu mélanges les deux, le maïs prend une bonne quantité de lumière, il laisse juste passer un peu. Raison pour laquelle le maïs aide l'arachide à réduire la quantité de lumière qui arrive chez lui. Et maintenant, l'arachide
aide le maïs en fixant l'azote dans le sol et une partie de maïs. C'est une association bénéfique. Donc, pour associer les plantes, je vais résumer, on cherche une symbiose. Donc, ça serait une association plus ou moins bénéfique. Et aussi, on ne mélange pas. Mais déjà, parlant de l'agriculture, la polyculture, moi j'ai par exemple mon petit champ de peut-être 10 hectares. Et dans ce champ, je fais macabo, igname et plantain. Comment encaisser cette plante-là pour avoir un bon résultat à la fin? D'accord, bon, c'est bien saisi la question. Bon, si tu as remarqué, les plantes que tu as présentées, tous ce sont les plantes gourmandes en potassium. Le plantain, il a besoin de potassium pour aussi les machins. L'igname a besoin toujours du potassium. C'est pas, parce que chaque plante a ses besoins. Mais toutes les plantes que tu as citées sont les plantes gourmandes en potassium. Donc, le plantain, beaucoup de potassium, l'igname, beaucoup de potassium pour les tubercules, le marabout, beaucoup de potassium aussi encore pour toujours les tubercules. En résumé, quand tu vois que si tu mets un engrais qui n'a pas beaucoup de potassium, c'est le cas qu'il faut. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Okay. Donc, moi, c'est Gérard Lefond. Moi, je voudrais. Dans l'exposant à parler concernant la modernisation tout à l'heure, qu'on pouvait cultiver le maïs hybride. Et dans la culture que nos parents font ici, on peut dire la culture artisanale. Comment le parent peut donc utiliser, comment le parent peut faire pour avoir cette semence ou bien ce maïs hybride qui va nous permettre d'avoir une bonne. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième préoccupation, dans un champ de maïs, par exemple, où on a cultivé du maïs, on peut utiliser un herbicide sélectif. Quels sont les herbicides sélectifs pour le maïs? exemple. D'accord. La première question, bon, c'était la première question. S'il vous plaît, un petit rappel à la première. Comment avoir les semences? Voilà. C'est là où le chemin touche la peur. Bon, il faut savoir, chaque plante a ses besoins. Chaque variété a ses besoins. C'est pour ça qu'il y a des variétés gourmandes, il y a des variétés qui ont. Bon, je vais donner un bon exemple. L'enfant du village, l'enfant des robots. Bon, les enfants des robots sont ceux qui mangent généralement à l'heure. Ça veut dire que si à midi, le matin, il y a son petit déjeuner, tu vas avoir beaucoup de boulot à faire. Pourtant, un enfant qui est habitué, il sait que maman va rentrer le champ, préparer à 20 heures et manger, il peut attendre. Il faut tenir compte de ça. Ça veut dire quoi? Il y a des variétés qui produisent beaucoup, mais elles sont gourmandes. Ça veut dire, là-bas, il faut respecter scrupuleusement l'itinéraire technique. Par exemple, quand tu prends l'hybride, c'est. Je vais d'abord globaliser. Dans la nature, chacun a un potentiel. Ça veut dire un potentiel de se défendre contre les maladies, un potentiel de production, un potentiel de. Ouais, on peut dire les deux. Pour se défendre contre les maladies, les insectes, un potentiel de production, un potentiel de chercher les éléments utiles dans le sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'amélioration de la production, on impacte d'autres facteurs. Ça veut dire qu'on peut prendre par exemple le potentiel de chercher les nutriments dans le sol, on met ça dans la production. Ça veut dire que pour que cette plante peut beaucoup produire, mais il faut que tu apportes plus d'éléments. Parce que son système racinaire, génétiquement, n'est pas programmé à bien se développer. Donc, l'amélioration génétique impacte beaucoup de facteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quel type de production que tu te situes, quels sont les moyens que tu disposes avant d'acheter telle ou telle semence. Par exemple, les hybrides, ils sont très productifs, mais elles sont très productives,
mais elles sont fragiles. Vous voyez un peu, l'hybride, il produit beaucoup, mais il est fragile. Donc ça demande un suivi plus approfondi. Contrairement peut-être une variété locale qui est d'abord, elle sait même d'abord comment on va mettre dans le reste elle. Donc elle-même d'abord, elle se défend seule pour pouvoir prospecter le sol. Donc c'est tout cela. Si la maman veut l'hybride, est-ce qu'elle peut suivre? Parce que vous avez dit ici, l'un des éléments les plus déterminants en agriculture, c'est le suivi. C'est pas aujourd'hui, si vous donne la variété, est-ce que la maman peut suivre? Par exemple, il faut la formation, il faut les moyens. Même si la maman ne veut pas suivre, elle peut payer pour suivre. Est-ce qu'elle a ses moyens? Parce qu'avoir les hybrides, ce n'est pas difficile sur le marché, on en trouve. Par exemple, les variétés locales de marché sont utilisées généralement, c'est le rendement max. À l'ouest, je ne sais pas. C'est rare d'atteindre 1 tonne. C'est très rare d'atteindre 1 tonne à l'hectare de maïs. Pourtant, il y a une variété nouvellement importée, le Paname. Elle atteint 3 tonnes. Donc, elle est bien suivie au Cameroun. Et ailleurs, il y a des variétés qui vont jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Mais elle demande un suivi vraiment très de pointe. Oui, c'est un peu comme ça que je vais répondre. Donc, à chaque fois que vous voulez faire de l'agriculture, un business, et vous voulez booster votre production, il ne faut pas agir sur un facteur. Les facteurs que nous avons présentés là, pardon, avancer les facteurs là. Et ça, les facteurs qu'on a présentés là, il faut agir sur tous les facteurs en même temps. C'est-à-dire ici, c'est la semence, le suivi, le financement. Donc, il faut agir sur tous ces facteurs. Au marché, là, ça dépend maintenant de votre statut financier. Maintenant, si vous avez poulet de chair, pour activer le poulet de chair, à partir de 45 jours. 45 jours, et il y a même 21 jours, parce que pendant les périodes de fête, ce sont les 21 jours qui passent au marché, chacun achète sa part, c'est plus facile de rentabiliser. Dans le choix qu'il y a de l'élevage, ça va dépendre de vos fonds. Si ce sont les porcs, il faut être capable de tenir cela jusqu'à 7 mois. Vous savez que on mange tous les jours. Quand on explique quelqu'un porc, il comprend à quoi on fait allusion. Donc, c'est un peu ça qu'on peut dire. Maintenant, là, je vais parler. Vous levez la conservation, on va regarder l'essence tout ceci, ce qui va avec. Et maintenant, au niveau de l'élevage, la première étape dans le poulets de chair, c'est d'abord la poussinière. Comment construire sa poussinière? Et pour construire sa poussinière, la poussinière fonctionne déjà d'abord du climat que tu fais. Parce que beaucoup de personnes ont dit, quand ils veulent faire la poussinière, on dit que non, c'est fermé par une chambre totalement fermée. Il parle dans une chambre. Oui, il peut installer, d'accord. Bon, déjà, on va parler peut-être de c'est bon. Parce que c'est la première étape de l'élevage. D'accord. Beaucoup de personnes vont voir poussinière, qui vont complètement fermer la salle. Il faut également savoir que la poussinière permet, c'est ça qui choisit, c'est comme le démarrage, c'est ça qui permet de voir si tu auras une bonne croissance ou pas. Tant que le fait que ta poussinière n'est pas bonne, le rendement sera tellement impacté. Et déjà, lorsque vous allez faire la poussinière, il y a maintenant, avant de faire la poussinière, le choix de pousser. Après la poussinière, le choix de pousser. Parce que beaucoup de personnes ont dit, ils veulent les pousser, ils vont arriver les pousser facilement. On a parlé déjà de capital. Premier million de production de pousser, comment ils pousser. Quand ça fait ça, tu viens ici, tu cherches le truc ici. Ils font déjà des pousser. Au coin ici. C'est ça que tu disais l'autre jour. Et là-bas, il y a les conditions pour obtenir leur pousser. C'est ça qu'elle peut dire. Pour démarrer, on peut payer déjà non, je sais. Ça, on va éteindre, non? Tu. D'abord, on n'est pas moi, le travail est aujourd'hui. Dans le lieu on a certains vaccins. Or, dans le quand vous prenez le vaccin, dès le premier jour, vous devez vacciner. Et c'est là où ça devient capital. Lorsque vous ratez le vaccin le premier jour, c'est mauvais pour vous. Or, à la fin, vous avez reçu 2 vaccins. Le premier vaccin au 14e jour, le deuxième vaccin au 35e jour. Là, c'est très facile pour vous en sortir. Avant le départ. Au cas où vous voulez encore, vous avez la langue.
étudier comment faire, comment considérer ce qui va avec. Donc déjà, au niveau de la constatation, il faut commencer à citer les produits. Bon, les produits également. Ça fonctionne, c'est qu'on trouve quand on essaie d'agir. Je ne sais pas si les produits à votre conscience.